Je reprends donc à partir de ce point-là. Nous avions les fois précédentes, enfin les 2 dernières semaines, remarqué que au fond, il y a une espèce de bagage minimal de connaissances qui peut être représenté par cette trentaine de notions regroupant un certain nombre de natures de mots, nom, verbe, adjectif, adverbe, etc., des fonctions, sujet, COD, etc., et puis des choses qui sont en rapport avec la phrase, les différents types de phrases, etc. Bien. Alors, encore une fois, j'ai peut-être pas tout à fait assez insisté sur l'objectif de ce cours qui, au fond, a une dimension didactique dans un sens un peu particulier. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est non pas de vous donner directement des indications didactiques pour enseigner la grammaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'un professeur de français qui enseigne la langue française, quel que soit le niveau, qu'est-ce qu'il doit savoir à minima? Le professeur. Je ne veux pas dire par là que tout ce que je vous enseigne là, c'est ce que vous devez enseigner aux élèves. Ça, la dimension didactique, elle est très ouverte. Il y a toutes sortes de façons de faire d'un point de vue didactique. Mais en revanche, il y a, à mon avis, quelque chose qu'on peut dire à coup sûr, c'est quel est le savoir minimal dont doit disposer un enseignant pour enseigner correctement la grammaire après de différentes façons. D'accord? Donc, compte tenu du fait que, en général, les personnes qui enseignent le français maîtrisent très mal eux-mêmes la grammaire du français parce que c'est difficile, parce que la linguistique française c'est extrêmement vaste et compliqué, et puis parce qu'on ne s'est jamais tellement préoccupé, à vrai dire, de sélectionner dans tout ce qu'on peut dire au sujet de la langue française, qui est immense évidemment, on ne s'est jamais tellement préoccupé de savoir qu'est-ce qui était quand même vraiment essentiel à dire, à connaître, et qu'est-ce qui est un peu plus secondaire, hein. Donc, c'est ça l'objet, c'est quand même de savoir, d'établir et de vous donner, si vous voulez, un ensemble de connaissances qui sont, à mes yeux, les connaissances minimales pour être capable d'enseigner la langue française correctement. Alors, évidemment, cette liste de notions ne constitue pas en elle-même quelque chose de systématique, d'organisé, et donc j'avais commencé, si vous voulez, à vous donner quelques indications sur ce qu'on peut entendre par le système de la langue. Parce que dans les instructions officielles que j'avais commentées dès le premier cours, on voyait qu'apparaissait l'idée qu'il faut enseigner le système de la langue. Mais là aussi, qu'est-ce que ça veut dire le système de la langue? C'est impossible d'enseigner le système de la langue, de toute la langue, tout le système, etc. Donc d'abord, il faut avoir une idée de ce que ça signifie, la systématicité, hein, qu'est-ce que ça veut dire exactement le système. Et puis, par ailleurs, il faut bien sûr, encore une fois, limiter et se mettre d'accord sur les choses qu'on va prélever dans l'ensemble du système pour les enseigner. Alors, les 3 points principaux pour comprendre cette notion de systématicité, c'est d'une part le fait que dans cette perspective, qui est quand même un enseignement de l'écrit, hein, on n'enseigne pas les structures de l'oral, on enseigne la langue écrite. Donc la structure fondamentale, c'est la phrase. C'est un choix, hein. Bon, ça pourrait être le texte, ça pourrait être le mot, ça pourrait être toutes sortes de choses. Là, c'est la phrase. Bien. Ensuite, le deuxième point absolument essentiel, et ça, je vais beaucoup insister sur ce point parce que vraiment, je pense que si, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais si vous comprenez ça, vous avez compris 90% de ce que c'est que la syntaxe d'une langue, la grammaire d'une langue, hein. C'est que l'organisation syntaxique, c'est principalement un problème d'emboîtement de structures dans d'autres structures, d'inclusion de structures dans d'autres structures. On comprend la syntaxe d'une langue quand on a compris comment les structures s'emboîtent les unes dans les autres. Il y a des grandes structures qui en accueillent d'autres, qui à l'intérieur, il y en a encore d'autres, etc., etc. Et puis enfin, il faut être au clair sur la distinction entre nature et fonction des mots et des groupes de mots. Alors, sur nature et fonction, j'avais rappelé tout bêtement que la fonction, c'est une relation entre les éléments d'une structure. Donc, quand on a 2 éléments de nature X et Y, on peut avoir une relation entre eux, et c'est ça qu'on va appeler la fonction. Bon, ça va être par exemple la fonction sujet qui va relier un sujet X avec un groupe verbal Y, hein. Bon,
Et puis, à l'intérieur du sujet, on peut avoir aussi des relations à l'intérieur du groupe verbal également. J'avais donné cet exemple, chat échaudé craint l'eau froide, où on voit qu'ici, dans la structure qui est à gauche du grand F, on a chat échaudé qui contient 2 éléments, mais ça forme un groupe qui est en relation avec le deuxième groupe qui constitue le groupe verbal. On avait vu avec quelques exemples que cette notion de délimitation d'un groupe, qu'est-ce que c'est qu'un groupe nominal par exemple? Certaines grammaires, certains manuels ne le comprennent pas et commettent des erreurs grossières sur la délimitation des groupes nominaux. On avait vu plusieurs cas, je n'y reviens pas. Donc, en résumé, ce qu'il convient ce vers quoi il faut aller en termes de perception des structures grammaticales, c'est que on n'a pas, quand on observe une phrase qui donne l'impression d'être une suite de mots séparés par des blancs, on n'a pas une suite de mots séparés par des blancs. En fait, notre esprit, sans qu'on s'en rende compte, fait des groupements, c'est-à-dire qui permet, par exemple, de faire en sorte que chat échaudé, on peut le remplacer par un pronom il craint l'eau froide. Bon, cette possibilité-là de remplacer ces 2 mots par un seul, elle marche avec chat échaudé, mais elle ne pourrait pas marcher, par exemple, avec échaudé et craint. Mais quand vous regardez les mots alignés les uns à côté des autres dans une phrase, vous ne pouvez pas voir que, au fond, ce blanc-là, il n'a pas du tout la même nature que ce blanc-là. Parce que ce blanc-là, il sépare 2 groupes, le groupe sujet, le groupe verbal. Alors que ce blanc-là, il sépare 2 éléments à l'intérieur d'un groupe et donc il peut commuter avec un élément unique. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on a des groupes de mots et c'est l'assemblage et les relations hiérarchiques entre ces groupes de mots qui décrit la grammaire de la langue. Alors, j'avais d'une manière très programmatique, si vous voulez, présenté rapidement les 3 grands points qui caractérisent la hiérarchie donc, des fonctions. On verra ça en détail de toute façon, chaque chose, l'analyse de la phrase, l'analyse du groupe verbal et l'analyse du groupe nominal. Tout ça nous avait mené à la... j'avais oublié, je vous avais donné quelques éléments d'information qui compliquent un tout petit peu l'affaire, mais je vais passer là-dessus. Dans certains cas, ce rapport nature-fonction est un peu plus compliqué, mais passons pour l'instant. Donc, on était arrivé à la terminologie grammaticale. Et donc, au fait que, cette terminologie, elle a un certain nombre de caractéristiques, je n'y reviens pas. Une chose très importante, sur laquelle je reviens, parce que c'est vraiment, ça fait partie, c'est une source d'erreur de la part des professeurs qui est très courante, c'est que la terminologie n'est pas motivée, n'est pas intégralement motivée. C'est-à-dire, le nom qu'on donne aux structures grammaticales, aux éléments grammaticaux, par exemple, je ne sais pas moi, la subordonnée complétive, par exemple. Ça n'est pas parce qu'on l'appelle complétive qu'elle est nécessairement complément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surinterpréter les mots qui désignent les entités grammaticales. Il y a une part d'arbitraire. La subordonnée complétive, on verra, elle peut être sujet, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, il y a des décisions terminologiques, il faut s'y tenir, mais on n'a pas une transparence, si vous voulez, des termes de la terminologie qui soit parfaite. Bon, pronom, j'avais donné cet exemple, on a l'impression qu'on va dire ça remplace le nom. Ben non, là il y a une inexactitude quand même assez embêtante, c'est que si ça remplaçait le nom, au lieu de dire le chat miaule, et que vous remplacez par un pronom, par exemple il, si vous dites que le pronom ça remplace le nom, il faudrait dire le il miaule. Si le pronom il remplace uniquement chat. Ben non, évidemment que le pronom il ne remplace pas un nom, il remplace sur un groupe nominal, donc c'est il miaule. Voilà, c'est une chose toute bête là, le pronom, il donne une indication, il y a quelque chose en rapport avec le nom, mais il ne faut pas évidemment lire la terminologie d'une manière trop littérale. Donc la terminologie grammaticale, dans la mesure du possible, on essaie de faire en sorte que les termes soient pas complètement totalement arbitraires, mais ils ne peuvent pas ne pas avoir une dimension arbitraire malgré tout. Alors, j'avais terminé en disant que, bien sûr, il faut
recommander un usage régulier de la terminologie grammaticale, mais surtout que donc il y a une limitation des capacités descriptives de la grammaire scolaire et qu'il faut se tenir à l'intérieur de ces limites, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit, mais là aussi c'est un point sur lequel j'insiste parce que c'est le genre de choses que vous ne lisez nulle part. Hein. C'est-à-dire que cette idée que avec la grammaire scolaire, la grammaire d'enseignement du français, si vous voulez, on ne peut pas tout décrire. Ça, on vous le dit, jamais. Alors que c'est le point le plus important. Et donc, votre compétence à vous, que vous devez développer petit à petit, c'est d'être capable de faire la différence entre les structures grammaticales, phrastiques, les textes, etc., que des apprenants à tel ou tel niveau sont capables d'analyser, de décrire grammaticalement, et celles qui comportent des complexités telles qu'elles ne sont pas appréhendables à partir de la grammaire scolaire. Donc, il y a une limitation. La grammaire scolaire ne permet pas de décrire n'importe quoi. Hein. Si on prend une phrase au hasard dans un texte, ben, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas analysable au moyen de la grammaire scolaire. Donc, ce qu'il faut être capable de faire, c'est de faire le tri entre ce qui est analysable et ce qui ne l'est pas. Alors là, on va commencer maintenant vraiment à entrer dans la description. Hein, et donc, je vais commencer par la phrase comme je l'avais annoncé. Donc, on l'a rappelé la dernière fois, la structure générale de la phrase, c'est groupe sujet, plus groupe verbal, plus groupe circonstanciel. Alors, on va analyser après les éléments séparément, hein, mais pour l'instant, je regarde leur globalité. Donc, l'exemple type, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Où vous voyez ici, hein, j'ai essayé dans ce schéma de bien faire apparaître la structure globale, hein, le carré, le plus grand rectangle, pardon, ici, qui se nomme P, qui est la structure phrase. C'est une structure, la phrase. Hein. Bon, cette structure, c'est comme une boîte, si vous voulez. À l'intérieur d'elle-même, il y a 3 autres boîtes, qui sont le groupe sujet, le groupe verbal, le groupe circonstanciel. Le groupe sujet, le nouveau facteur, donc le groupe verbal distribue le courrier, et le groupe circonstanciel à midi. Alors, on insistera particulièrement sur cette notion de groupe circonstanciel. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est simplement qu'il a 2 propriétés. Il peut être déplacé dans la phrase, hein, on peut le mettre en début de phrase. À midi, le nouveau facteur distribue le courrier. Je peux le mettre entre les 2 groupes, là. Le nouveau facteur à midi distribue le courrier. Mais évidemment, on ne peut pas le mettre n'importe où. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si j'essaie entre nouveau et facteur, oui, je pense que ce serait bien de fermer la fenêtre, parce que alors là, pour l'enregistrement, ça va être un peu la catastrophe. Vous aurez du mal à dire le nouveau à midi, facteur distribue le courrier. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, justement, on voit bien que là, ça ne marche pas parce que vous êtes à l'intérieur d'un groupe et ce groupe circonstanciel, il se déplace de préférence à la frontière entre les différents groupes. À la rigueur, est-ce qu'on pourrait dire distribue à midi le courrier? Bon, peut-être, hein, mais c'est un peu limite. Alors que en tout début de phrase ou entre le groupe sujet et le groupe verbal, ça marcherait très bien. D'accord? C'est pour cette raison que le groupe circonstanciel, dans la description comme ça, sous forme d'équation un peu de la phrase, on le met entre parenthèses. Hein, plus groupe circonstanciel entre parenthèses. Alors, voyons un peu plus en détail le groupe sujet. Qu'est-ce que ça peut être? Donc ça, le groupe sujet, c'est la fonction de l'ensemble du groupe. Hein. Mais ce groupe, il peut avoir des natures différentes. Quand je dis groupe sujet, je décris une fonction. D'accord? Je décris la relation. Hein. Quand je dis groupe sujet, je décris la relation fonction-sujet entre ces 2 éléments. Bon, je n'ai pas commenté dans le schéma. Là, à l'intérieur, on va avoir aussi d'autres relations. Hein. Mais c'est ça qu'il est essentiel de comprendre. Mais j'y reviendrai. Vous voyez, sur ce petit schéma, on voit bien. Et vraiment, j'insiste encore, il faut vraiment que vous compreniez ce genre de schématisation d'une manière vraiment que ça devienne évident pour vous. Hein.
Le courrier, dans distribue le courrier, c'est une fonction, la fonction COD, à l'intérieur du groupe verbal. D'accord? Ce n'est pas une fonction dans la phrase. À l'intérieur de la phrase, il n'y a que deux fonctions possibles, en fait. La fonction sujet, la fonction complément circonstanciel. Hein? À l'intérieur de la structure P, il n'y a que deux fonctions possibles, pas plus. Fonction sujet, fonction complément circonstanciel. Toutes les autres fonctions vont être à l'intérieur des groupes. Hein? Par exemple, la fonction épithète, elle va être à l'intérieur là d'un groupe nominal qui a ici, qui est groupe sujet. La fonction COD, elle va avoir lieu à l'intérieur du groupe verbal, ici. Donc, c'est une relation entre le groupe nominal COD et le verbe. D'accord? Donc, ça, comprendre que... C'est ça, comprendre la hiérarchie des fonctions. C'est qu'il y a des fonctions au niveau de la phrase. Il n'y en a que deux. Ensuite, il y a des fonctions à l'intérieur du groupe nominal. Là, il se trouve que c'est un groupe nominal qui est de fonction groupe sujet, mais peu importe, c'est dans le groupe nominal. Il y a des fonctions dans le groupe verbal, etc. Et déjà, si au lieu d'avoir une liste de fonctions, j'ai la fonction sujet, complément, complément d'objet, complément circonstanciel, épithète, si au lieu d'avoir cette liste de fonctions en tête, vous avez en tête les fonctions dans la structure phrase, il y a uniquement sujet et complément circonstanciel. Les fonctions à l'intérieur du groupe nominal, on verra que là, il y a la fonction épithète, complément du nom. Les fonctions à l'intérieur du groupe verbal, où là, on verra qu'il y a les fonctions complément d'objet direct, complément d'objet... toutes les fonctions se retrouvent classées à l'intérieur d'un groupe qui est le seul endroit où elles peuvent exister. D'accord? Donc, ensuite, on ne se pose pas des questions idiotes à savoir est-ce que à l'intérieur de la phrase, j'ai un truc qui est COD. Non, parce que de toute façon, c'est à l'intérieur du groupe verbal que je vais avoir un COD, jamais dans la structure phrase. D'accord? Bon, donc, à l'intérieur de la phrase, j'ai que deux fonctions, la fonction sujet, la fonction complément circonstanciel. Alors, voyons donc la fonction sujet. Ça, c'est la fonction. Qu'est-ce qui peut... Quelles sont les natures de mots ou de groupes de mots qui peuvent être de fonction sujet? Bon, d'abord, le groupe sujet, hein, ça, bon, vous le savez, il règle l'accord du verbe. Hein. Alors, là, il y a quelque chose, si vous voulez, d'important à comprendre en termes, alors là, vraiment strictement didactiques, c'est que il y a des prototypes, là aussi, de groupe sujet. Hein. Si vous voulez, le prototype du groupe sujet, c'est le sujet animé humain, du genre... je sais pas moi, le facteur distribue le courrier. Hein. C'est-à-dire c'est un être animé qui fait quelque chose. Donc le sujet, c'est la personne qui fait l'action. Ça, c'est le prototype du sujet. Évidemment que c'est beaucoup plus prototypique que si vous prenez une phrase « il pleut », où certes le « il », le pronom impersonnel, est sujet de pleuvoir, mais c'est très abstrait de comprendre ce que ça veut dire sujet ici, parce que c'est un pur support grammatical. Bon, les enfants, les apprenants, pas que les enfants d'ailleurs, hein, les adultes aussi, pour eux, ils comprennent plus facilement le sujet quand c'est un animé humain qui est sujet, ou au moins un animé. Hein. C'est à la limite plus facile de comprendre que le facteur est sujet dans le facteur distribue le courrier que la fusée dans la fusée d'école. Parce que déjà, c'est moins animé, la fusée. Hein. C'est un objet. Bon. Et là, il se trouve qu'elle fait quelque chose, donc très bien. Ça marche quand même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, c'est ce qu'on appelle tout le domaine de l'épilinguistique, hein, c'est-à-dire les connaissances spontanées qu'on appelle aussi parfois les connaissances naïves. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, la physique naïve, la psychologie naïve, etc. Hein, qui sont des connaissances spontanées, qui ne sont pas du tout des connaissances académiques, livresques, etc. Qui sont par exemple, la physique naïve, c'est le fait qu'un être humain, il sait qu'il y a la gravité qui existe. Bon, il n'a pas besoin d'avoir eu des cours de physique. Il a une certaine intuition. Il sait que s'il lance une pierre, elle va tomber. Hein. Il n'est pas surpris que quand il lance une pierre, elle ne s'envole pas dans l'air. Non, voilà, c'est normal, c'est une physique naïve. Hein. Mais cette physique naïve, elle a des avantages, mais elle a des inconvénients parce qu'à certains moments, ça nous empêche de comprendre des choses qui sont contre-intuitives par rapport à cette physique naïve. Par exemple, je sais pas, la mécanique quantique, tout ça, qui est quand même un truc très contre-intuitif et très difficile à comprendre du coup. Bon, en linguistique, c'est la même chose. Il y a les connaissances naïves. Hein. Une de ces connaissances naïves, c'est l'idée que le sujet, c'est quelqu'un qui fait une action. Bon. Mais cette connaissance naïve, certes, il faut la dépasser pour arriver à une conception purement grammaticale du sujet.
La conception purement grammaticale du sujet, c'est de considérer que c'est un élément qui va être le support pour l'accord du verbe. Hein. Donc ça va régler l'accord du verbe. D'accord ? Le verbe, il s'accorde avec le sujet. Mais ça, cette connaissance-là, elle est beaucoup plus abstraite. Hein. Elle suppose elle suppose quand même, oui, une abstraction qui ne va jamais complètement effacer cette connaissance naïve que le sujet, c'est quand même quelque chose qui va faire l'action. Hein. Donc, il ne faut pas forcément se priver de dire ce genre de choses, hein, que le sujet, c'est la personne qui fait l'action au départ. Hein. Mais il faut le dire que simplement, la plupart du temps, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais ça marche dans un certain nombre de situations. Donc, il y a deux niveaux d'appréhension, si vous voulez, du sujet. Il y a un niveau plus, disons, comment dire, conceptuel, hein, sujet, de toute façon, voilà, on décrit une action, et puis une action, elle est forcément faite par quelqu'un, ce quelqu'un qui fait l'action, c'est le sujet. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la connaissance naïve ou l'analyse conceptuelle du sujet. Et puis, il y a une façon grammaticale, qui est de dire, le sujet, ça règle l'accord du verbe. Si je mets le sujet au pluriel, mon verbe va être au pluriel. Et c'est comme ça que je reconnais le sujet. Bon. Donc, par exemple, ici, si je remplace le facteur par les facteurs, je vais avoir un accord au pluriel de distribue. Bien, ça, c'est la propriété du sujet. Maintenant, quelles sont les différentes natures ? Bon, il peut être, le sujet, ça peut être un groupe nominal. Hein. Donc, par exemple, le facteur, dans les phrases précédentes, là, le facteur distribue le courrier, etc. Bon, je reviendrai après sur la notion de groupe nominal. On verra toutes les structures possibles de groupe nominal, mais là, d'un point de vue, si vous voulez, canonique, hein, prototypique, un groupe nominal, c'est un déterminant, un nom. Bon, il peut y avoir d'autres choses, bien sûr, mais ici, on a le facteur comme groupe nominal. Mais le groupe sujet peut être aussi constitué d'un pronom personnel, bien sûr. Hein. Il distribue le courrier au lieu de le facteur distribue le courrier. Bon. Ça, ce sont les deux natures de sujet que vous pouvez vous contenter d'enseigner dans une première étape. Le sujet, c'est soit un groupe nominal, soit un pronom. Hein, un pronom personnel, disons. Mais évidemment, il y a d'autres possibilités. Ça, je vous le dis en tant parce que vous devez avoir, vous, ces connaissances, mais ça, c'est vraiment pas la peine au départ d'enseigner cela quand on parle du sujet. Hein. Quand on parle du sujet avec des classes, on parle uniquement du pronom et du groupe nominal. En revanche, le professeur, lui, doit savoir qu'il y a d'autres possibilités. Que le sujet, ça peut être un pronom démonstratif. Par exemple, cela, dans cela sera très utile. Ça peut être un pronom possessif, comme le mien, dans le mien est en panne. Ça peut être un pronom indéfini, comme chacun, dans chacun fait son travail. Un pronom interrogatif, qui, dans qui a fait cela. Surtout un pronom relatif, ça c'est une structure beaucoup plus fréquente, donc à un moment donné, de toute façon, ça il faut l'enseigner, mais les autres sont des structures beaucoup plus marginales. Hein. Le pronom relatif, un livre qui a été publié en France, donc le qui est sujet de a été publié. On peut avoir aussi, hormis les pronoms, des groupes infinitifs qui peuvent être sujets. Donc jouer du piano, donc ça c'est ce que j'appelle un groupe infinitif, c'est-à-dire un infinitif avec son complément. Bon, on verra, l'infinitif c'est une structure qui a la particularité d'avoir à la fois les propriétés du nom et les propriétés du verbe. Donc vous voyez là typiquement, jouer du piano, c'est lié au nom parce que ça a une fonction de nom, hein, de groupe nominal, c'est sujet, mais il y a quand même un complément du piano, complément de jouer. Donc c'est en même temps quelque chose qui a une structure nominale et une structure verbale. Bref, on y reviendra. Mais là, vous avez donc un groupe infinitif. Ça peut être un infinitif tout seul. Hein. Alors, si vous dites « jouer me repose ». Bon. Vous pouvez avoir une subordonnée complétive, hein, d'ailleurs je le suggérais tout à l'heure, qui est sujet. Qu'elle soit en retard me surprend beaucoup. Donc qu'elle soit en retard, ici, c'est une subordonnée complétive, sujet du verbe surprendre. Mais vous pouvez aussi avoir une subordonnée relative qu'on appelle substantive. Bon, quand on travaillera sur la subordination, on verra bien sûr tous ces types de subordonnées en détail. Qui se ressemblent, s'assemblent. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle, mais encore une fois, on y reviendra, une subordonnée relative substantive qui se ressemble, qui est sujet, ici, du verbe assembler, s'assemble.
D'accord? Donc ça, ce sont tous les sujets possibles, toutes les natures de sujets possibles en français. Mais, encore une fois, vous pouvez vous contenter de dire que le sujet, c'est un groupe nominal et un pronom personnel. Vous introduisez un peu plus tard, mais quand même beaucoup plus tard, le pronom relatif, parce que ça suppose que vous ayez introduit les subordonnés et les subordonnés relatifs, ce qui est quand même une complication pas négligeable du tout. Donc on s'en sort pendant longtemps avec uniquement groupe nominal et pronom comme sujet. Est-ce que vous avez des questions là? Non, hein, c'est facile. Alors, c'est tellement facile que on va pouvoir faire un exercice pour vérifier que, en effet, tout le monde a bien compris, et ça permettra d'ailleurs de vérifier cette idée que, grosso modo, quand vous analysez des sujets dans un texte, vous avez principalement des pronoms, des groupes nominaux et, oui, quand même, des pronoms relatifs. Alors, je lis le texte rapidement en particulier pour éclairer peut-être des mots un petit peu plus compliqués pour les étudiantes étrangères. Donc, c'est un texte de George Sand, Mauprat, sur les confins de la Marche et du Berry. Donc, ce sont des zones géographiques. Hein, sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne et qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois, de chênes et de châtaigniers, on trouve, au plus serré et au plus désert de la contrée, un petit château en ruine, tapi dans un ravin, et dont on ne découvre les tourelles ébréchées qu'à environ 100 pas de la herse principale. La herse principale, je crois, dans un château, c'est comme la porte, si vous voulez, la porte principale. Les arbres séculaires, donc séculaire, ça vient de siècle, c'est très ancien, hein, des arbres très anciens. Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent l'ensevelissent dans une perpétuelle obscurité, et c'est tout au plus si, en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné qui y mène, sans se heurter contre les troncs noueux et les décombres qui l'obstruent à chaque pas. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la roche Mauprat. Il n'y a pas longtemps que le dernier des Mauprat, à qui cette propriété tomba en héritage, en fit enlever la toiture et vendre tous les bois de charpente. Puis, comme s'il eût voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, il fit jeter à terre le portail, éventrer la tour du nord, fendre du haut en bas le mur d'enceinte, et partit avec ses ouvriers, secouant la poussière de ses pieds et abandonnant son domaine aux renards, aux orfraies et aux vipères. Hein, les orfraies sont des oiseaux. Depuis ce temps, quand les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent dans la journée sur le haut du ravin de la roche Mauprat, ils sifflent d'un air arrogant ou envoient à ces ruines quelque énergique malédiction. Mais quand le jour baisse et que l'engoulevent commence à glapir, alors l'engoulevent c'est le nom d'un certain vent, hein, c'est un vent qui souffle. L'engoulevent commence à glapir du haut des meurtrières, bûcherons et charbonniers passent en silence, pressant le pas, et de temps en temps font un signe de croix pour conjurer les mauvais esprits qui règnent sur ces ruines. Voilà. Alors, donc je vous propose de vous laisser une bonne dizaine de minutes pour regarder sérieusement le texte. On le réutilisera pour autre chose d'ailleurs, ce texte, après. Donc, vous essayez d'identifier les sujets et de donner à chaque fois leur nature. D'accord ? Bien, alors écoutez, les 10 minutes sont passées, ça n'est pas grave si vous n'avez pas terminé, bien sûr. Donc, je vais... D'abord, avant que on corrige cet exercice, est-ce que vous avez est-ce que le fait de réfléchir à cet exercice vous amène à poser un certain nombre de questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont intrigué, posé problème? Oui? Par exemple, il y a un endroit en tête où il y a et, je sais pas si il y a ce son avant et ce triste castel. Est-ce que ça marche en un seul ou est-ce que ça... Alors, c'est à quelle ligne? Le dernier ravin, la dernière ligne du premier ravin. Ah oui, ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la roche Mauprat. Oui. Est-ce que ça va ensemble ou c'est pas quelque chose? Oui, c'est effectivement un ensemble, mais c'est une bonne question. Mais est-ce que c'est le sujet, est-ce que c'est ce sombre? Alors ça, on va en parler après, parce qu'effectivement, ça c'est une difficulté supplémentaire. Très bien.
Alors, écoutez, est-ce que tout le monde s'est inscrit là sur la liste? Il y a peut-être eu des retardataires qui ne se sont pas inscrits. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer. Vous commencez, hein, avec le premier exemple. Pardon? Alors, sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne. D'accord. Sujet du verbe appeler. Ok. Ensuite, on va faire comme ça. J'ai mis on trouve. Alors, on trouve, il y a autre chose avant. Qui n'est. Oui, qui. Hein. Qui n'est qu'une vaste lande. Alors, effectivement, là, on est au-delà du cas des pronoms et des groupes nominaux, puisqu'on a, enfin, des pronoms personnels et des groupes nominaux, puisqu'on a un pronom relatif, sujet du verbe être. On trouve, oui, hein, le on, pronom personnel, sujet du verbe trouver. Ensuite, on ne découvre, encore une fois, on, très bien. Alors, là, les choses se compliquent un tout petit peu à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous diriez là? Pour la phrase qui commence par les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent l'ensevelissent dans une perpétuelle obscurité. En s'arrêtant ici. Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent. Donc, oui. Tout ça, c'est le groupe nominal sujet. Sujet de quoi? De l'ensevelissement. Voilà, tout à fait. Hein. Donc on a une. Alors, la réponse est ça. On a une première structure qui commence à les arbres et qui termine à domine, ici. Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent, qui est sujet. Hein, donc c'est un groupe nominal. D'accord? Certes, c'est un groupe nominal un peu compliqué parce qu'il contient des subordonnées relatives. Et ça, on verra cela. C'est un groupe nominal qui est sujet de l'ensevelisse. Et à l'intérieur de ce groupe nominal, il y a des subordonnées. Et comme on le verra, une subordonnée, ça n'est rien de plus qu'une phrase imbriquée dans une autre phrase. Donc, puisque vous avez une phrase à l'intérieur d'une autre phrase, vous allez avoir à nouveau les structures groupe nominal, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc, il est naturel qu'ici, dans qui l'entoure, vous avez une proposition subordonnée, donc qui a forcément son sujet et son verbe, donc qui le sujet entoure. Et puis une deuxième, les roches éparses, qui le domine, ici, qui sujet de dominer. D'accord? Donc là, on a des groupes sujets, deux groupes sujets imbriqués dans un autre groupe sujet. Pourquoi? Parce que ce groupe sujet, qui inclut les autres, il contient des subordonnées. Et qui dit subordonné va dire à un moment donné sujet. Oui? Les deux qui, les deux groupes qui, ce sont des propositions subordonnées relatives? Oui. On met ça, je passe sur ce point parce que qui l'entoure, c'est une subordonnée relative, qui le domine, c'est une autre subordonnée relative. Hein. Mais en effet, on a deux. Si vous voulez, ce sont des. On le verra dans pas longtemps d'ailleurs, mais qui l'entoure, c'est une subordonnée qui joue un rôle équivalent à un adjectif. Hein. Les arbres séculaires qui l'entourent, c'est une information au même titre que séculaire qui vient préciser le nom arbre. Elle est nature ou fonction? Une relative, c'est une nature de mot qui l'entoure. Sa fonction, ça va être d'être un peu comme un épithète de arbre. D'accord? Mais là, quand on dit subordonnée relative, c'est une nature d'un groupe de mots. D'accord? Nature de mots ou nature de groupe de mots. Groupe verbal, c'est la nature d'un groupe de mots. Groupe nominal, c'est la nature d'un groupe de mots. Subordonnée relative, c'est la nature d'un groupe de mots. En revanche, épithète, COD, sujet, ce sont des fonctions. Ça va? Pas d'autres questions sur cet exemple?
Alors, on continue, je ne sais plus où on en était à vous, mais... Allez-y. Alors, oui, c'est on, mais je signale quand même, alors j'ai surligné en vert des cas qu'il faudrait éviter, si vous voulez. Je les ai laissés volontairement dans le texte pour vous commencer à vous montrer, mais vous voyez que ici, c'est tout au plus si, en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné qui y mène. Ici, on a une structure, évidemment, on pourrait dire, c'est le verbe être avec un sujet, c'est apostrophe. Hein. Mais en fait, c'est une structure qui ne doit pas s'analyser comme ça, parce qu'évidemment, ce verbe être ici, il ne régit pas vraiment un groupe verbal, etc. C'est une structure un peu particulière, un peu comparable à quelque chose comme c'est qui. Hein. Quand je dis Pierre dort ou Pierre travaille, c'est Pierre qui travaille, d'accord? C'est un c'est qui est comparable à cela, mais qui donc a un statut complètement différent alors que c'est un verbe. Hein. Donc ça fait partie de ces structures qui ont une nature à l'origine et qui dans l'emploi n'ont plus cette nature. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Bon, bah si, c'est une conjonction, tout ça. Quand je dis avec des si, ça devient un nom. Bon, bah il y a toutes sortes de cas comme ça. Et là, c'est un cas de ce genre, donc à éviter. Hein. Donc ça, si je devais utiliser si j'avais dû utiliser ce texte dans un cours, je l'aurais supprimé. J'aurais dit quelque chose comme l'ensevelisse dans une perpétuelle obscurité, comme si en plein midi, comme en plein midi, on peut... alors attendez, non, pour que ça ait un sens quand même, l'ensevelisse dans un, c'est tout au plus si en pleine... Oui, une obscurité telle que on peut à peine franchir le sentier abandonné qui mène sans. Voilà, hein, j'aurais transformé la phrase pour éviter cette structure-là. Donc, si on laisse de côté ce « c'est » qui, en effet, est gênant, on tombe ensuite sur le « on », sujet de pouvoir. Ensuite, allez-y, mademoiselle. Oui, c'est à vous de répondre au prochain sujet. Pardon? Non, il y a autre chose avant. Alors, il y a qui, à nouveau, hein? On peut franchir le sentier abandonné, qui y mène. D'accord? Ensuite, encore une fois, qui, hein, qui l'obstrue. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de relatives ici. Pardon? Ah oui, alors, non, avant, il y a quelque chose ici, mais qui pose problème. C'est là aussi, je l'ai mis en vert parce que on a une structure problématique. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Mauprat. Vous voyez, on a encore une structure, bon, on verra cela hein, dans le chapitre sur la phrase, comment on peut modifier les phrases pour mettre en relief certains constituants. Là, le problème, c'est que, bon, on a bien le verbe être, hein, quelque chose qui est la Roche-Mauprat. Mais là où on va, d'ailleurs, il me semble que tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait ici un problème. En effet, on ne sait pas trop si le sujet, ça doit être ce sombre ravin et ce triste castel, ou bien le C apostrophe. Bon, du point de vue du sens, ça ne change pas grand-chose, hein, ça revient un peu au même, mais ça pose quand même un petit problème grammatical. Et donc là encore, si on aurait pu dire ce sombre ravin et ce triste castel est la Roche-Mauprat ou s'appelle la Roche-Mauprat. Bon, cela dit, s'appelle, ça pose un problème avec le a pour nom, on pourrait dire à ce moment-là la Roche-Mauprat. Est appelée la Roche-Mauprat. Bien, mais c'est encore une fois une structure qui est problématique parce qu'il y a une sorte de dédoublement du sujet, hein, et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'il est nécessaire d'analyser. C'est une complication qui correspond à une structure de sujet pas du tout prototypique, donc on laisse de côté. Et puis, c'est un peu la même chose avec la suite, là. Il n'y a pas longtemps que... Alors, évidemment, il y a le « a », là, « il n'y a ». Alors, vous allez me dire, bon, il y a le verbe « avoir », alors on va avoir « avoir » avec le sujet « il ». Mais non,
Hein. Il n'y a pas longtemps que, là aussi, c'est une structure figée qui a un rôle spécial et dans laquelle le verbe qui est inclus, le a dans il y a, ne doit pas être analysé comme un verbe à proprement parler, d'accord ? On voit bien que l'équivalent ici, il n'y a pas longtemps que le dernier des mots pra en fit enlever la toiture, mettons que je simplifie là, ça signifie le dernier des mots pra fit enlever la toiture depuis peu de temps. Hein. Donc, on n'a pas une véritable structure verbale, bien qu'on ait en apparence un verbe. Donc, encore une fois, c'est une complication. Donc, le plus simple qui suit, c'est... Ah oui, alors, le sujet du verbe tomber. Le sujet, oui, même du verbe faire. Là. Le dernier des mots pra à qui cette propriété tomba en héritage, en fit enlever. Donc, on a quelque chose d'un peu comparable à la structure précédente, les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent. Puisque là, on a d'abord un grand groupe nominal, le dernier des mots pra à qui cette propriété tomba en héritage, qui est sujet du verbe faire, en fit enlever ou de faire enlever. Hein. Et d'ailleurs, c'est le même sujet pour vendre, hein, en fit enlever et vendre. D'ailleurs, j'aurais dû souligner enlever ici. Ok, donc là, le dernier des mots pra à qui cette propriété tomba en héritage, sujet de fit enlever et vendre. Mais à l'intérieur de ce groupe sujet, on a à nouveau une subordonnée relative qui a donc un verbe et un groupe sujet. Cette propriété tomba en héritage. D'accord ? Alors, oui, allez-y. Ensuite, c'est il. Oui, comme s'il eût voulu donner un souffle à la mémoire de ses ancêtres, pas de difficulté particulière. Allez-y. Oui. Alors ensuite, oui, il. Alors, ce qui est particulier ici, vous voyez, c'est on a plusieurs infinitifs qui dépendent du verbe faire. Là, il fit jeter à terre le portail, éventrer la tour du nord, fendre, j'ai oublié de souligner fendre, est parti. Alors, donc on peut avoir, vous voyez, ça c'est un point sur lequel je n'ai pas insisté parce que, bon, là c'est une complication qui est quand même assez facile à intégrer à la description de base. Un même sujet peut être sujet de plusieurs verbes, d'accord ? Et même à deux niveaux différents. Vous voyez qu'ici, on a le sujet du verbe faire, et le verbe faire a sous sa dépendance, ou régit, si vous voulez, des infinitifs, plusieurs infinitifs, fit jeter, fit éventrer, et puis ensuite, on a un deuxième verbe, parti, qui dépend du même sujet il. Hein. D'accord ? Ensuite, oui. Alors, il y a qui habite, mais auparavant, il y a toute cette structure-là. Les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs, qui est sujet de passé. D'accord ? Bon, si on fait dans l'ordre des verbes, oui, il y a qui est sujet de habite, ça n'a pas de problème. Mais encore une fois, vous voyez, vous avez un sujet à l'intérieur d'un autre sujet. Hein, parce que vous avez une subordonnée. Ensuite, il siffle d'un air arrogant ou envoie. Encore une fois, un même sujet pour deux verbes différents. Hein, il siffle ou envoie. Alors, ça pose aucun problème quand on analyse le sujet. Ça peut poser un problème quand ensuite on analyse la phrase. Est-ce qu'il y a deux phrases ou pas ? Bon, ça, on verra ça plus tard. Alors, ensuite... Et je dirais qui ? Alors, avant... Il y a le jour là, hein. Le jour baisse, d'accord ? Et après, ah ben non, où est-ce que vous voyez le qui ? Ah oui, vous en avez oublié un certain nombre avant. Donc il y avait le jour dans le jour baisse, l'engoulevent dans l'engoulevent commence à glapir. Et il y avait même les bûcherons et charbonniers, hein, sujet de passe. Et enfin, le qui
Donc le bûcheron et charbonnier, c'est sujet de passe et de fond, un signe de croix. Et puis les mauvais esprits qui règnent sur ces ruines, donc ici le qui, sujet de régner. D'accord? Donc, ce qu'on peut retenir de ce petit exercice, c'est que, d'une part, vous voyez que, grosso modo, dans ce texte, on a quoi comme genre de sujet? Des groupes nominaux, des pronoms personnels et des pronoms relatifs. Hein. Et c'est assez représentatif, si vous voulez, statistiquement, de ce qu'on trouve en général comme sujet. Donc, certes, le pronom relatif arrive assez vite, et ça pose un problème parce que, évidemment, dans un premier niveau d'apprentissage, ça suppose d'avoir compris ce que sont les subordonnés. Alors, évidemment, c'est pour ça que dans ce cours, je suis obligé d'anticiper sur des points qu'on va voir après, hein, et de vous parler des subordonnés alors que je n'ai pas encore introduit la notion. Mais bon, on est obligé de se débrouiller un peu comme ça, avec des anticipations sur ce qu'on va voir après. Mais bon, je suppose que ça vous apprend pas forcément grand-chose de nouveau. Sauf que ce qui est important à retenir là, c'est cette notion d'inclusion. Hein, cette notion d'inclusion, de voir que vous avez des groupes sujets. Bon, prenons par exemple celui-ci, les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent l'ensevelissent. Donc de bien comprendre que vous avez bien un groupe sujet ici pour la phrase dont le groupe verbal est pour noyau le verbe ensevelir, hein, donc. Mais ce groupe sujet, comme il contient une subordonnée, et qu'une subordonnée c'est une structure de phrase, hein, on reverra ça bien sûr en détail, mais je vous répéterai plusieurs fois qu'une subordonnée c'est juste une phrase incluse dans une autre phrase, c'est tout, ça n'a rien de plus compliqué. Donc, à partir du moment où c'est une phrase incluse dans une autre phrase, on retrouve cette structure de phrase, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, à l'intérieur de la subordonnée. Oui. Excusez-moi, je n'entends pas ce que vous dites. Vous dites ? Pourquoi est-ce que vous soulignez un signe de croix et sur ces ruines tu vois énormément ? Alors, un signe de croix. Alors, passe en silence, font un signe de croix. Parce que c'est le même sujet. Bûcheron et charbonnier est le sujet de passe en silence, mais aussi de signe de croix. D'accord ? C'est le même sujet pour les deux. Je comprends pas pourquoi vous incluez un signe de croix. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Partout ailleurs, j'ai souligné que le verbe, et là, par erreur, j'ai souligné en plus le COD qui va avec le verbe. Hein. Donc oui, vous êtes très juste. Je n'aurais pas dû ici souligner un signe de croix, puisque par convention, je me suis contenté de souligner. Enfin, c'est pas par convention, c'est simplement pour éviter d'entrer dans le problème de la délimitation du groupe verbal. Je me suis contenté de souligner les verbes partout, et ici, donc, j'ai souligné un signe de croix, alors que j'aurais pas dû. Vous avez tout à fait raison. Alors, passons maintenant au groupe verbal. Donc là, on a vu groupe sujet. Très bien. Ça règle l'accord du verbe. En général, c'est un pronom personnel ou un pronom relatif à la rigueur, ou bien un groupe nominal. Maintenant, le groupe verbal. Alors, je vous avais annoncé les différentes structures. Bon, le groupe verbal, il est composé d'un noyau verbal. Hein. Dans un groupe, il y a toujours un noyau. C'est-à-dire dans le groupe verbal, groupe nominal, groupe sujet, comme ça dénomme une fonction, on ne peut pas vraiment parler de noyau, mais groupe verbal. Comme là, en l'occurrence, il y a une certaine transparence de la dénomination. Groupe verbal, c'est un groupe dont le noyau est un verbe, comme le groupe nominal va être un groupe dont le noyau est un nom. Bon, donc il y a le verbe et puis d'autres choses. Donc, il peut y avoir un verbe plus un groupe nominal qu'on appelle COD. Ça, c'est la structure, si vous voulez, de base du groupe nominal. Verbe plus groupe nominal ou verbe plus groupe nominal prépositionnel. Évidemment qu'on peut pronominaliser ces compléments, donc avoir à la place d'un groupe nominal dans le groupe verbal un pronom. Par exemple, au lieu d'avoir « il distribue le courrier », vous pouvez avoir « il le distribue ». Bon. C'est la même fonction, simplement vous remarquez évidemment ici le pronom il est placé avant le verbe
alors que quand ce n'est pas un pronom, on a le complément après le verbe. Alors, une particularité, une petite complication dans les explications, quand on parle du complément d'objet indirect, alors, on parle de complément d'objet indirect quand on a une préposition. Donc, par exemple, il parle à sa voisine. D'accord ? Alors, le problème, là, c'est que quand vous remplacez par un pronom, elle lui parle ou il lui parle, la préposition, elle disparaît, elle est un peu absorbée par le pronom, qui est une sorte de résidu de la déclinaison latine, mais la préposition n'apparaît plus. Mais elle lui parle signifie bien, elle parle à quelqu'un. Hein, donc, en fait, pour retrouver la structure d'un verbe, est-ce qu'il se construit avec un groupe verbal ou est-ce qu'il se construit avec un groupe nominal ou un groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire avec un COD ou avec un COI, il faut toujours revenir à l'infinitif du verbe, hein, parler à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, hein, et c'est comme ça que vous retrouvez la structure générale du verbe. Il ne faut pas se laisser abuser par l'apparence parfois dans la phrase. Alors, je vous les avais déjà indiqués, mais je rappelle ici les 4 grands types de groupes verbaux, hein, qui sont alors, le groupe verbal réduit au verbe, hein, le facteur travail, le facteur dort, le facteur parle. Là, on ne fait pas la différence, comme je vous l'avais dit, je crois déjà, entre le cas où le verbe n'a pas de complément et le cas où le verbe ne peut pas avoir de complément. Hein. Par exemple, le facteur parle, il pourrait y avoir un complément d'objet indirect. Hein, parle, comme on l'a dit tout à l'heure, le facteur parle à sa voisine. Le facteur dort, il n'y a pas de complément possible. Hein, et c'est ça la différence entre les verbes transitifs et intransitifs. Donc, on n'est pas obligé forcément d'utiliser tout de suite ces notions quand même assez abstraites de verbes transitifs, intransitifs, d'autant qu'il y a eu un peu un flottement. C'est-à-dire que, disons que dans la terminologie grammaticale, on considère qu'un verbe est intransitif quand il ne peut pas avoir de complément. C'est-à-dire que dormir, c'est un verbe intransitif. Hein. Il ne peut pas avoir de complément. Et un verbe qui peut avoir un complément mais qui n'en a pas, c'est un verbe transitif. Par exemple, parler, c'est un verbe transitif, transitif indirect. Hein. Il y a des verbes transitifs directs. Pierre mange, bon, c'est manger quelque chose, ça peut avoir un complément. Là, on ne donne pas le complément. Alors, il y a toutes sortes de raisons décrites par les grammairiens hein, pour lesquelles on emploie un verbe sans complément. Bon, je ne sais pas moi, ne le dérangez pas, il lit. Pourquoi on ne met pas de complément ? Parce que quelle que soit la chose qu'il lit, on s'en fiche, tous les compléments sont possibles. Hein. Il ne faut pas déranger la personne parce qu'elle est en activité de lecture. Ce serait très bizarre de dire ne le dérangez pas, il lit un livre. Bon, on s'en fiche qu'il lise un livre, on ne veut pas le déranger parce qu'il lit, donc on ne met pas de complément. Ou alors parfois le complément il est restitué par le contexte, c'est évident. Hein. Tu vois, vous jouez aux cartes et vous dites c'est à toi de battre. Bah oui, c'est à toi de battre les cartes, hein, mais on ne va pas le dire. Bon, bref, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on emploie un verbe transitif. On dit parfois en emploi absolu. Hein, un verbe transitif en emploi absolu, c'est-à-dire on l'emploie sans complément. Donc c'est très différent du verbe intransitif qui, lui, ne peut pas avoir de complément. Mais quand on analyse les structures comme ça, visibles, on a la même structure, un groupe verbal réduit au verbe. Bon, ça c'est le premier cas, le plus simple, évidemment. Ensuite, donc, le verbe avec le groupe nominal distribue le courrier, le verbe avec un groupe nominal prépositionnel. Alors attention, le facteur va à Paris, à Paris, c'est un complément d'objet indirect, hein, dans le facteur va à Paris. Pourquoi ? Parce que, j'y reviendrai, hein, on a dit tout à l'heure que la caractéristique du groupe nominal prépositionnel, la caractéristique du complément circonstanciel, c'est qu'on peut le supprimer, on peut le déplacer. Hein. Le facteur va à Paris, vous ne pouvez pas supprimer à Paris, vous ne pouvez pas dire le facteur va. Vous ne pouvez pas dire à Paris le facteur va. Bon. Donc, dans la définition syntaxique, si vous voulez, du complément circonstanciel, à Paris n'entre pas dans la catégorie. Hein. Ce n'est pas un complément circonstanciel dans cette analyse grammaticale. On verra dans la grammaire de l'espagnol, la tradition d'enseignement grammatical en espagnol, je crois, j'y reviendrai tout à l'heure, on enseigne que c'est un complément circonstanciel, ça, il me semble, hein, tout au moins
dans certains cas. Vous me direz ça tout à l'heure. Mais en tout cas, dans la terminologie grammaticale contemporaine, il n'y a pas de doute sur le fait que à Paris est un complément d'objet indirect. Hein. Ça fait partie du groupe verbal. On peut avoir deux compléments indirect à indirect. Le facteur distribue son courrier COD à ma voisine COI, ou bien deux groupes nominaux prépositionnels, c'est-à-dire deux compléments d'objet indirect, parlent de ses vacances à sa collègue. Bon. Alors, ça, ce sont les choses basiques, etc. Maintenant, quelle est la chose intéressante dans tout ça? Chose intéressante, c'est de comprendre que, pour comprendre ce que c'est qu'un complément du verbe, parce que là, on est dans un type. Ah oui, j'oubliais de préciser que, en fait, il y a deux. Je suis allé un peu trop vite. J'ai dit les différents types de groupes verbaux, mais ce sont uniquement là les groupes verbaux qui ont des compléments d'objet. Parce qu'après, on verra qu'il y a une autre famille de groupes verbaux qui sont des groupes verbaux attributifs. Hein. Donc ça, ce sont les groupes verbaux qui ont des compléments d'objet. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où il y a quelque chose d'important à comprendre sur la notion de groupe verbal à complément d'objet. En fait, le complément d'objet dans un groupe verbal, il doit être lié au sens du verbe. Il est lié au sens du verbe. Mais il est lié, en quelque sorte, conceptuellement. C'est-à-dire que, par exemple, pour aller, le verbe aller, ça signifie quoi? Ça signifie se déplacer d'un endroit à un autre. D'accord? Donc, quand vous indiquez l'endroit où vous vous déplacez, quand vous dites « je vais à Paris », vous dites quelque chose, vous donnez une information qui est prévue par le sens du verbe. Puisque le verbe « aller » signifie aller d'un endroit à un autre. Indiquer l'endroit où vous allez, c'est remplir une case qui est prévue par le sens même du verbe. D'accord? Je donne un autre exemple à boire. Quand vous dites « boire », le verbe « boire », ça signifie ingérer un liquide. Forcément, le complément de boire, vous prévoyez vous ne comprenez pas le sens du verbe boire si vous ne savez pas d'avance que son complément va être quelque chose qui peut se boire. Hein. Et donc, il y a un lien entre le complément et le sens du verbe. Oui. Alors, dans le cas de la phrase, le facteur va à Paris. Oui. Si je mets le facteur y va, Oui. alors ça serait quoi le i? Pareil, un complément d'objet indirect. Pareil, oui, la même chose. Oui. Le pronom, il a la même fonction que le groupe nominal prépositionnel. Hein, le facteur y va, complément d'objet indirect. Hein. Là, oui, non, mais c'est-à-dire, je sais bien que dans une certains types d'enseignement de la grammaire, on utilise les prépositions pour détecter les fonctions. Mais ça ne marche pas, parce qu'en fait, on voit bien que là, la fonction, elle n'est pas circonstancielle. On voit bien que le « à Paris » dans le facteur « va à Paris » n'a pas du tout le même statut que le facteur distribue le courrier à 8 heures, le à 8 heures, que je peux enlever, déplacer, etc. Là, est-ce que vous pouvez dire à Paris, le facteur va? Non, c'est pas possible. Hein. Donc on voit bien qu'à Paris, il est bloqué à l'intérieur du verbe aller. Enfin, à l'intérieur du groupe régi par le verbe aller. D'accord? Oui? Si je dis elle boit beaucoup. Alors là, c'est un adverbe, c'est pas un complément d'objet. Hein. On verra, ça s'ajoute, c'est un type d'élément qui s'ajoute au. Mais dans ce cas-là, elle boit beaucoup, boit est employé sans complément d'objet, disons. Mais c'est un verbe transitif puisqu'on peut avoir un complément. Alors cette notion, elle va être importante. Elle est importante non seulement pour comprendre pourquoi aller marche comme ça. Tous les verbes de mouvement, on va voir, posent le même genre de problème. Mais ça va être important aussi, surtout pour comprendre la frontière entre complément d'objet et complément circonstanciel. On verra ça plus tard. Alors maintenant, deuxième grand groupe de fonctions dans le groupe verbal, la fonction attribut. Alors, vous voyez bien que ici, dans la fonction attribut, quand vous prenez par exemple Alice est grande, hein, est grande, avec un groupe verbal régi par le verbe être et un adjectif grande. Donc déjà, ce qui est particulier dans le groupe verbal attributif, c'est qu'on peut avoir aussi des adjectifs. Donc les structures de groupes verbaux attributifs, c'est
c'est soit un verbe attributif plus un nom, ou bien un verbe attributif plus un adjectif. Bon, je ne l'ai pas précisé ici, mais parce que c'est tellement simple que, bon, voilà. Hein, donc, il y a un verbe attributif plus un adjectif ou un groupe adjectival, et puis un verbe attributif, et puis un groupe nominal ou un nom. Bien. Alors, pourquoi on distingue les groupes avec un complément d'objet des groupes verbaux attributifs? Parce que vous voyez bien que si on reprend cette idée que dans le complément d'objet, dans le groupe verbal avec complément d'objet, il y a un lien de sens entre le sens du verbe et le sens du complément, vous voyez bien que là, dans le cas de l'attribut, ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que le verbe être, il n'a aucun sens, c'est un pur outil grammatical. Quand je dis « elle est grande », je n'ai pas un lien de sens entre le sens de être et le sens de grande, comme j'ai un lien de sens entre boire et une bière, par exemple. Bon, dans « il boit une bière ». D'accord? Donc le verbe « être » ou d'autres verbes attributifs, hein, paraître, sembler, etc., enfin bon, peu importe, d'autres verbes attributifs, ce sont de purs outils grammaticaux qui servent à relier l'attribut au sujet, là, en l'occurrence. D'accord? Mais on a quand même un groupe verbal, et en effet, on voit bien la différence de type de structure, disons, par rapport au complément d'objet. Alors, pour enchaîner sur la remarque que vous faisiez tout à l'heure, les groupes verbaux peuvent aussi comporter des adverbes, hein, qui sont des éléments facultatifs. Alors, il y a vraiment l'adverbe le plus important, c'est sans doute l'adverbe de négation, hein, qui est en deux éléments, ne pas. Hein. Par exemple, le magistrat admet son erreur, le magistrat n'admet pas son erreur. Donc, vous voyez, vous avez un groupe verbal avec un verbe et son complément d'objet direct, ici, son erreur. Bon, à l'intérieur du groupe verbal, on peut mettre un adverbe de négation. On peut aussi avoir des adverbes, évidemment, qui sont les adverbes les plus courants parmi les adverbes lexicaux, les adverbes en ment, hein, du français. Cette étudiante travaille assidûment. Alors attention, on verra que dans certains cas, on peut avoir des hésitations sur le statut de l'adverbe. Est-ce que c'est un complément circonstanciel ou de phrase, ou bien un complément du verbe? Bon, par exemple, si vous prenez cette étudiante travaille étrangement, il y a deux façons de le comprendre, hein, cette étudiante travaille étrangement. Vous voyez les deux sens possibles? On peut dire elle travaille d'une manière étrange, hein, sa façon de travailler est étrange. Donc là, ce serait un adverbe à l'intérieur du groupe verbal, hein, ça qualifie la façon de travailler. Mais vous pouvez aussi comprendre, bizarrement, elle travaille étrangement, elle travaille, alors que normalement, elle ne travaille jamais, mais bon, étrangement, cette étudiante travaille, vous voyez? Donc là, dans ce cas-là, évidemment, c'est détaché du groupe verbal et on est plus du côté du circonstant. Mais enfin bon, passons sur cette difficulté particulière et retenons simplement que dans les groupes verbaux, on peut avoir des adverbes. Et bien voilà, ça nous amène à l'exercice suivant qui consiste à repérer des groupes verbaux. Donc, comme je vous laisse du temps comme ça pour faire les exercices, si vous voulez bien, on ne va pas faire de pause aujourd'hui, hein, parce que comme on prend le temps des exercices, donc on va faire comme tout à l'heure, c'est le même texte, hein, et je vous laisse une dizaine de minutes pour essayer de repérer, de délimiter, je vous demande juste de délimiter le groupe verbal. C'est-à-dire, quel est le verbe noyau, où ça commence, où ça termine. D'accord ? J'espère que cet exercice ne vous aura pas posé trop de difficultés. Bon, voilà, je vous donne pour gagner du temps par rapport à tout à l'heure. On va corriger tout de suite l'ensemble des structures. Sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne. Donc, ici, on avait repéré déjà le verbe appeler. Attendez, qu'est-ce que j'ai mis là? On appelle la Varenne, oui. J'ai mis en gras, donc en rouge, le verbe noyau du groupe verbal, et en gras, les éléments qui font partie du groupe verbal. Alors ce premier exemple est un peu compliqué parce que, comme on a une relative, la structure, c'est « on appelle que la Varenne ». D'accord ? Donc c'est une structure un peu particulière, mais enfin, ce groupe verbal se délimite ainsi. Qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois de chêne et de châtaignier.
Donc ici, on a un genre de négation, une négation un petit peu particulière, mais qui fait partie du groupe verbal. Donc un groupe verbal attributif, donc là c'est un groupe verbal à complément d'objet, avec un attribut du COD, mais ça c'est une complication. Ici, c'est un groupe verbal attributif avec un verbe noyau être, hein, et un attribut du sujet, une vaste langue coupée de bois de chêne et de châtaignier. Ensuite, on a le verbe trouver, qui donc contient comme complément tout ce groupe qui commence par un petit château et qui va jusqu'à Herse principal, mais au plus forêt et au plus désert de la contrée, qui peut être détaché, supprimé, etc. Ça va être un complément circonstanciel, donc on ne l'inclut pas, hein, à l'intérieur du groupe verbal. Ensuite, les arbres séculaires qui l'entourent. Donc ici, le groupe verbal se réduit à entoure et au COD pronominalisé le, enfin pronominal plutôt, le. Les roches éparses qui le dominent, même chose, hein, domine et le. Ensuite, il y a un autre groupe verbal, l'ensevelisse dans une perpétuelle obscurité. Alors, dans une perpétuelle obscurité, on le range à l'intérieur du groupe verbal parce que ensevelir, c'est ensevelir quelque chose dans quelque chose. Hein. Donc là, dans une perpétuelle obscurité, on l'inclut. Le c'est, comme tout à l'heure, on le laisse de côté. On peut franchir le sentier abandonné qui y mène. Alors ici, on doit prévoir qu'on a un noyau verbal peut franchir. Et puis un groupe COD, le sentier abandonné qui y mène. D'accord ? Et à l'intérieur de ce groupe verbal, donc, on a qui y mène, hein, avec ici y mène, qui contient donc le verbe mener avec un complément d'objet indirect y, comme pour aller. Hein, quelque chose mène quelque part, c'est comme quelqu'un va quelque part. Le quelque part fait partie du complément, enfin fait partie du groupe verbal. Les décombres qui l'obstruent, le pronom elle est COD de obstruer, c'est la Rochemauprat. Bon, là, quelles que soient les difficultés liées au sujet que j'ai signalé tout à l'heure, au niveau du groupe verbal, ça pose pas trop de problème. C'est elle Rochemauprat. Donc on a encore une fois un groupe verbal attributif. Donc, hein, vous voyez, on a dans ce premier paragraphe, tous sont des groupes verbaux à complément d'objet, sauf deux, qui sont des groupes verbaux attributifs. Bon, pour la suite, on n'a pas de difficulté particulière. Cette propriété tomba en héritage. Alors j'ai mis acquis parce qu'évidemment, c'est la propriété tombe en héritage à quelqu'un. Donc le acquis fait partie du groupe verbal. Hein. Cette propriété, c'est le sujet, donc c'est pas dans le groupe verbal. Fit enlever la toiture, bon, ça n'a pas de difficulté particulière. Vendre, COD, tous les bois de charpente. Oui. Où ça? En fit enlever la toiture. Fit enlever la toiture de... Ouais, vous avez raison. Ça, le en, il va avec la toiture. Hein. En fit enlever la toiture. Le en devrait être mis en gras. Vendre tous les bois de charpente, comme s'il eût voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres. Pas de difficulté particulière, hein, un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, COD de ce groupe-là, eût voulu donner. Je passe, habite les... passe sur le... Ah voilà, on a encore ici, passe sur le haut du ravin de la Rochemauprat. Ici, on a... pourquoi j'ai souligné là? Alors attendez, les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent... Ah oui, d'accord. Parce que ici, on a donc un groupe sujet, les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs, avec donc ce groupe verbal habite les huttes éparses aux environs qui est intégré au groupe sujet, hein. Et ensuite, donc, les bûcherons et les bûcherons qui habitent les huttes éparses aux environs, tout ça est sujet du verbe passer. Dans la journée, on va l'analyser comme un complément circonstanciel, et sur le haut du ravin de la Rochemauprat est complément d'objet indirect de passer, hein, passer quelque part.
Il siffle d'un air arrogant, ça c'est un élément qui aura plutôt une valeur adverbiale, hein. Comme si vous aviez il siffle joyeusement, gaiement ou agressivement, tout ce que vous voulez. Ça a l'air enfin c'est pas du tout un complément d'objet indirect de siffler, hein. Mais ça fait partie du groupe verbal au titre d'un équivalent adverbial. Donc vous voyez, ça c'est aussi quelque chose que je supprimerais, moi, dans un exercice, parce que là, ça introduit une confusion possible entre le complément d'objet indirect et autre chose. Donc ça, une structure comme celle-ci, il ne faudrait pas la garder dans un exercice scolaire. Envoie à ses ruines quelque énergique malédiction. Donc là, vous voyez, vous avez un groupe typique à deux compléments. Envoyer quelque chose à quelqu'un, hein. Sauf que on a l'ordre envoie à quelqu'un quelque chose. Vous voyez, d'ailleurs, ça, c'est une des raisons. Donc, on a un complément d'objet indirect, à ses ruines, et quelque énergique malédiction, qui est le COD. Alors, dans l'ancienne terminologie, on aurait dit que à ses ruines, c'est le complément d'objet second, et quelque énergique malédiction, le COD. Et vous voyez l'absurdité, le complément d'objet second, il est en premier. Bon, ça pose ce genre de problème qui n'est pas terrible quand même. Mais quand le jour baisse, alors le jour baisse, là c'est un verbe réduit, un groupe verbal réduit au verbe. L'engoulevent commence à glapir, c'est pareil. Passe en silence, même chose que siffle d'un air arrogant. Là, en silence, c'est un élément adverbial qui a pas du tout un statut de complément d'objet indirect de passé. Règne sur ses ruines, en revanche, là, sur ses ruines, c'est bien un complément d'objet indirect de régner. Voilà, donc là, ce qu'on peut retenir de ce type d'exercice, c'est d'une part que il faut vraiment penser, et ça, c'est vrai que je ne vous l'avais pas dit auparavant, à se méfier de ces structures sous forme de groupes nominaux prépositionnels du type là, d'un air arrogant, dans il siffle d'un air arrogant, ou bien il passe en silence, hein, où vous avez un verbe plus un groupe nominal prépositionnel, mais en fait, c'est pas du tout une structure de complément d'objet indirect. Il arrive que des groupes nominaux prépositionnels aient dans le groupe verbal un statut adverbial, et dans ce cas-là, il faut les analyser différemment. Oui ? Alors, ici, on a des participes présents, hein, secouant la poussière de... Donc, là, je ne les ai pas analysés comme des groupes verbaux parce que je n'ai analysé que les groupes verbaux qui sont noyaux de phrases. Hein. Dans la phrase, on a, comme je vous l'ai dit, groupe sujet, groupe verbal, etc. Donc, j'ai analysé uniquement les groupes verbaux dans ce sens-là, c'est-à-dire des groupes verbaux qui gèrent des phrases, enfin qui sont la base de phrases. Mais vous avez en effet des participes présents où on peut avoir aussi des infinitifs, qui donc sont le noyau de groupes qui ont quoi comme statut? Est parti avec ses ouvriers, secouant la poussière de ses pieds. Donc là, on a quelque chose qui qualifie, qui est, enfin on verra un genre d'apposition, hein. Mais donc une structure adjectivale, finalement, ça a une fonction, si vous voulez, de quelque chose qui est équivalent à un adjectif, mais avec un participe présent qui a aussi une valeur verbale et qui donc a un complément. D'accord? Donc, avec les participes présents, les verbes au participe présent ou les verbes à l'infinitif, on a aussi là cette complication supplémentaire. C'est-à-dire que comme on a vu tout à l'heure des exemples avec l'infinitif, mais c'est encore une fois la même chose avec le participe présent, l'infinitif, le groupe infinitif, il est formé d'un infinitif, il a un statut en général de groupe nominal. Donc, par exemple, jouer du piano me repose, comme c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Vous avez donc tout un groupe jouer du piano qui est comme un groupe nominal sujet. D'accord ? Sauf que jouer du piano, comme jouer, garde la mémoire en quelque sorte de son statut verbal, il a quand même un complément. Mais on ne l'analyse pas évidemment comme un groupe verbal noyau de la phrase, parce que dans jouer du piano me repose, le verbe qui régit la phrase, c'est me repose, c'est repose, hein, c'est pas jouer du piano. Et c'est la même chose pour les participes présents. Hein, ici, on a secouant, etc., qui donc ont des statuts, forment des groupes participiaux
qui ont des statuts adjectivaux, mais qui, en fait, en raison de l'origine verbale du participe présent, ont quand même des compléments. Mais il n'y a pas de doute sur le fait que ces verbes ont un statut différent des verbes qui sont vraiment les verbes de la phrase, hein, les verbes qui occupent la position de noyau du groupe verbal de la phrase. Et ça, par phrase, il n'y en a qu'un. Enfin, il peut y avoir deux verbes coordonnés, je ne sais pas moi. Oui. Dans chemin du piano de repose, c'est repose qui est le noyau. Voilà, hein, c'est le repose qui est le noyau de la phrase. C'est le verbe conjugué en général à un mode personnel. L'infinitif, le participe présent, forment des structures qui peuvent avoir des compléments, mais qui n'ont pas un statut de noyau de phrase. D'accord ? Pas d'autres questions sur cet exercice? Eh bien, très bien. Donc, la semaine prochaine, on passera au complément circonstanciel et donc au problème de la frontière entre ces deux types de compléments. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.